Bonjour Antoine. Bonjour Lionel, comment tu vas? Ça va hyper bien. Je suis vraiment heureux de t'accueillir aujourd'hui dans cet épisode. Alors, c'est un épisode qui va changer un petit peu des autres qu'on connaît sur le podcast, parce qu'aujourd'hui, on va pas parler récit de course, mais on va parler d'échec. On va parler de la peur de la confrontation à l'échec, la peur de l'échec, comment ça va se traduire chez certains, et puis surtout quelles solutions on va trouver pour euh, enlever cette émotion liée à l'échec ou pour en tout cas alléger cette peur de l'échec. Et avant de commencer, moi je t'ai rencontré parce que t'es coach, t'es préparateur mental, et surtout sur un sujet qui était hyper intéressant, c'est comment intégrer le préparateur mental euh, avec les athlètes et surtout avec les parents et l'entraîneur, et avoir cette symbiose dans l'équipe. Mais je pense que tu te présenteras bien mieux que moi. Je te laisse te présenter en quelques mots. Tout d'abord, merci à toi Lionel pour l'invitation. Ça me touche et c'est toujours très agréable de pouvoir échanger ensemble sur ces des thématiques qui nous passionnent vraiment. Donc merci à toi pour l'invitation. Je me présenterai très simplement. J'interviens en tant que thérapeute. Enfin, j'ai une double activité, mais à la fois qui se rejoint en une. Je suis à la fois thérapeute et préparateur mental. Donc j'accompagne vraiment les athlètes, les entraîneurs et les parents d'athlètes sur ces thématiques-là. Moi, je suis basé sur Genève, mais je travaille aussi avec des athlètes en France voisine ou un petit peu partout en France. Et en effet, je valide, on s'est bien rencontrés, justement, on s'est bien retrouvés sur les réseaux par rapport à cette thématique de la place et du rôle de l'entraîneur, de la place et du rôle du parent autour du projet de l'épanouissement et de la performance de l'athlète qu'ils accompagnent. Yes. Ouais, et puis ça va être vraiment passionnant parce que tu as une vision globale, puisque tu as aussi été préparateur physique, entraîneur avant, et donc tu as vraiment une vision corps et esprit qui est vraiment excellente. Du coup, le thème du jour, Complètement. c'est l'échec, la confrontation à l'échec. Et donc, qu'on soit amateur, ben, écoute, un peu comme moi finalement, où ben, on a une famille, on a un travail à côté, et puis on fait le sport en loisir, on se donne des objectifs. Ça peut être des objectifs de temps, ça peut être des objectifs de distance, ça peut être des objectifs par rapport à des amis, à voilà, ou même à soi-même, de faire mieux que les années précédentes, Mhm. ou que ce soit sur des athlètes de haut niveau qui ont des sponsors, des équipes, où les enjeux sont pas du tout les mêmes. On est tous confrontés à un moment à l'échec. Alors, est-ce que tu as une définition de l'échec à proposer, peut-être un peu dans la littérature ou de ce que tu peux entendre dans tes coachings habituellement? Alors, j'ai pas de définition de l'échec. Je te dirais que pour moi, l'échec, c'est un concept en fait, comme tout le reste, hein. Tout est concept, mais l'échec, c'est un concept pour moi en tout cas. Plus j'avance, plus je le vois comme ça, et qui va pouvoir se lire, se définir, pour reprendre tes mots, sous différents angles. Ça va vraiment dépendre du niveau d'évolution, du niveau de perception de la personne. Je vais te donner trois, en tout cas moi, les trois angles sur lesquels j'essaye d'accompagner les athlètes, tout en m'adaptant en fait à leur niveau de compréhension et d'intégration du moment. Il y a le premier angle de l'échec où on va vraiment voir ça comme quelque chose de catastrophique, difficile, avec une grosse remise en question, des doutes qui vont avoir un impact énorme sur la confiance en soi. On se demande comment on va se relever, etc. Il y a de la frustration, de la colère et toutes ces émotions qui se mélangent. Il y a un niveau un petit peu plus élevé de l'échec, et ça tu le connais bien, aujourd'hui c'est ce qui est enseigné en grande majorité dans la littérature, qu'elle soit en psychologie, qu'elle soit en développement personnel, qu'elle soit aussi dans l'entraînement. On explique que l'échec au final n'est pas une finalité en soi, on t'explique qu'au final c'est un apprentissage, c'est une leçon, et que ça va te permettre derrière de rebondir. D'ailleurs j'ai vu une petite vidéo d'un psychologue que j'aime beaucoup, Christophe André, je ne sais pas si tu connais, et dernièrement, il expliquait, il disait, mais en fait, je crois que plus on apprend à accepter l'échec, plus derrière, il nous arrive, on est confronté, on accepte et on fait face à plein de situations dans lesquelles on va réussir. Donc ça, c'est un autre niveau de compréhension, c'est un autre niveau d'intégration. Ça demande plus de maturité émotionnelle, ça demande plus d'expérience, à mon avis, dans la discipline, et ça demande un vrai travail sur soi. Et enfin, pour moi, il y a le dernier niveau d'intégration, qui est une autre approche philosophique de l'échec que j'ai découvert il y a peut-être 2 ans, dans une philosophie un petit peu plus orientale, qui eux t'expliquent qu'en fait, l'échec n'est qu'un concept et qu'il n'existe pas.
puisqu'il t'explique qu'au final, le libre arbitre est un concept également qui n'existe pas, qu'au final, on n'a pas tant de libre arbitre ça. Donc, si nous n'avons pas tant de libre arbitre ça, qui peut échouer quelque part? Mhm. Est-ce que l'échec, quelque part, n'est pas simplement un concept qu'on a mis pour nommer des événements qui nous arrivent, mais de toute manière, on doit les vivre parce qu'ils sont comme ça. C'est deux choses qu'on doit traverser. Donc ça, Ouais, ça c'est un demande peu. encore un niveau de hauteur beaucoup plus important et qui est plus difficile à accepter dans le milieu du sport parce que du coup, on remet la question sur mais qui suis-je? Donc on va forcément un petit peu stimuler le mental et l'ego et parfois ça va pas forcément avec sport de haut niveau. Voilà. Comme un deuil, finalement, on a plusieurs niveaux. C'est-à-dire que le premier dont tu nous parlais à l'instant, c'est un peu la colère, c'est l'émotion, c'est ce qu'on ressent tout de suite, où on est un peu buté dessus, où on reste bloqué. Le deuxième, c'est j'apprends à accepter l'échec. Et puis le troisième, c'est un peu le destin. C'est voilà, ce qui m'arrive m'arrive, et j'apprends de ces échecs ou de cet événement en fait, qui est pas un échec, mais c'est juste un événement dans la vie. Et en fait, dans le dernier niveau, c'est vraiment il n'y a plus d'échec, il n'y a plus de réussite. Ouais. Il y a juste ce qui est. Donc on arrive Ouais. à un niveau d'acceptation qui est total. C'est-à-dire qu'on va sortir de ces émotions qui sont purement liées à l'ego, au mental, comme Ouais. la fierté, si j'ai une réussite, on est détaché de ça. De la culpabilité, si on échoue, on se détache aussi de ça. Donc c'est vraiment une acceptation totale. Et pour moi, l'échec, enfin voilà. Autant je trouve que ce dernier niveau, il est très compliqué dans le sport de haut niveau à intégrer. Autant je trouve que dans le sport, on se retrouve plutôt sur les deux premiers niveaux. Il y a aussi bien des situations où je vais absolument pas arriver à maîtriser ce que je vais nommer comme un échec. Et il y a d'autres situations où je vais arriver à accepter un peu plus, à le voir comme quelque chose de positif, une leçon, un apprentissage qui va me permettre de rebondir. Mhm. Ouais, et du coup, j'imagine que toi, en tant que préparateur mental et coach, tu as dû rencontrer des athlètes qui étaient face à des échecs peut-être répétitifs. Euh, quand ils arrivent à toi, comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que tu les récupères? Est-ce qu'ils sont déjà dans une première démarche où ils se disent, ben, ok, je comprends qu'il faut que je passe outre, que c'est mon destin, etc., mais j'arrive pas? Ou est-ce qu'ils sont vraiment complètement perdus, niveau 1, que tu présentais tout à l'heure, où il y a encore beaucoup de colère, etc. Ça peut être dans les deux et ça peut être dans les deux à la fois en même temps. Il n'y a pas de règle. Ça dépend dans quel domaine, ça dépend à quel point ils sont impliqués dans le projet. D'accord, ça vraiment, Mhm. et ça dépend aussi de leur niveau de maîtrise et d'intelligence pour moi émotionnelle. Alors quand je D'accord. dis niveau, c'est pas dans le sens bon ou mauvais, hein, mais c'est vraiment Ouais. dans leur degré d'intégration Ouais, où ils en sont par d'accord. rapport à ça. La manière avancée, leur niveau d'avancement dans le développement personnel et dans la préparation mentale. Bien sûr, je trouve Mhm. qu'il y a des très beaux exemples. Si on prend l'exemple du foot, parce qu'en ce moment, on a eu la Ligue des Champions qui s'est jouée les 2 dernières soirées sur des matchs aller-retour. Et on voit un petit peu l'attitude des joueurs. Quand un match est perdu, certains vont mettre plus de temps à le digérer, vont vraiment le voir comme un échec difficile, etc. Et puis d'autres vont tout de suite être capables d'accepter, de switcher et de se repréparer, se reconditionner positivement pour le match retour. Je pense que ça dépend vraiment propre à chacun. Donc pour répondre à ta D'accord, question, ouais. j'ai des athlètes qui arrivent dans toutes les situations. Mhm. Et donc là, c'est quoi les symptômes finalement? T'es à l'écoute et s'ils ils disent, ben voilà, je suis dans une mauvaise série, il faut que m'en dépêtre. Comment est-ce que tu arrives à poser le mot en disant, bah là, voilà, t'as peur de l'échec, il faut qu'on travaille vraiment ce point-là. Et quelles sont les techniques que tu mets en place? Quels sont les outils que tu mets en place pour les amener à la réflexion, on va dire le niveau 2, où ils arrivent à accepter que finalement l'échec, c'est plutôt une marche pour aller jusqu'au sommet. Bien sûr. Alors, les symptômes, comme tu dis, pour moi, il va déjà avoir l'état émotionnel de l'athlète. Après cette situation, il va aussi avoir le niveau d'activation, de stress pour la prochaine compétition. Est-ce qu'au final, il est vraiment dans une anxiété qui est compliquée à maîtriser, compliquée à gérer pour lui? D'accord? Parce que justement, il anticipe déjà un prochain échec, Ouais. potentiellement à la compétition qui suit. Donc, il va avoir un petit peu tout un état d'évaluation. La confiance en soi aussi est évaluée. La motivation aussi, je le questionne beaucoup par rapport à ça. Si un athlète, comme tu l'as dit tout à l'heure, est dans des échecs à répétition, ça peut vraiment, ça peut le toucher en termes de motivation. Son Mhm. niveau d'estime de lui aussi est touché.
Est-ce que je suis toujours capable de m'aimer, de m'accepter comme je suis, même quand j'enchaîne les échecs et les défaites à répétition? Est-ce que mmh, je remets en question ma valeur personnelle? Et souvent, c'est ce qui revient en fait. Souvent, pour moi, la notion d'échec, enfin pas souvent, mais parfois, elle va quand même être liée aussi à bah, j'associe ma performance sportive à la personne que je suis. ouais, et son degré de confiance Alors que en pas du soi, quoi. tout. Ouais. Bien Mmh, sûr, et là, ça touche même l'estime, ça va bien plus loin. Ça veut dire qu'en fait, quelque part, je vais vulgariser hein, et schématiser pour faire court pour toi et pour ceux qui nous écoutent. C'est en gros, je gagne, je suis une bonne personne, mmh, mmh, mmh. j'échoue en compétition, je suis une mauvaise personne, je suis pas un mec bien, je suis pas une femme qui mérite d'être reconnue, etc. Dans ma pratique sportive. Donc il y a ce raccourci qui se fait aussi. C'est aussi ça qui est important. Et ça, c'est dans un premier temps au niveau des symptômes. Ouais, pardon. Ouais. Est-ce que tu as, comment est-ce que tu aborde le sujet? Est-ce que tu as un questionnaire un peu tout fait ou c'est vraiment un échange libre avec l'athlète où tu dis ben voilà, toi en fonction de ton expérience, tu arrives à lire un peu entre les lignes de ce qui se passe ou est-ce que voilà, t'as une trame de questions qui un peu voilà, on met t'entoures si tu as trois cercles et deux triangles, ça veut dire que tu as cette caractéristique-là? Non, alors moi j'ai toujours un entretien à la première séance ou enfin même parfois les premières séances, je vais énormément questionner l'athlète, donc il va beaucoup parler, 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 parce que pour moi ça va déjà créer ce que j'appelle le lien thérapeutique, le lien de confiance entre le coach et le préparateur mental et l'athlète. Et puis ensuite, certaines questions vont être orientées, pas spécifiquement liées à l'échec, hein, mais vont être orientées. J'appelle ça un entretien semi-directif, où je vais le questionner sur comment il se sent dans telle situation, comment il se sent avant, pendant, après, dans tel contexte, après la compète, avant la compète et pendant la compète. Et puis ensuite, une fois qu'on aura ciblé un petit peu plus là où il veut aller travailler, euh, je vais lâcher un petit peu les questions ciblées et je vais plutôt le questionner sur le feeling, au feeling de comment je le sens. Parce que pour moi, pour revenir à la thématique, la peur de l'échec, c'est la conséquence de quelque chose. C'est la Mmh, mmh, mmh. finalité. J'ai peur de l'échec parce que c'est pas la cause. Donc une fois qu'on a ciblé la conséquence, la cause, on va la chercher ailleurs en fait là. Ouais. Mmh. Ouais, d'accord. C'est vraiment qu'est-ce qui te fait peur dans cet objectif que tu t'es fixé en fait. Et du coup, la réponse à apporter à chaque athlète, elle est complètement différente. Elle est Mhm. complètement différente. Je te donne des exemples. Ça va être, bah, comme on a dit tout à l'heure, j'associe donc faible estime de soi, j'associe ma valeur personnelle à mes performances sportives. Ça va être, si on prend sur le sur le complexe d'Oedipe. Je suis Mhm. une jeune fille, je joue au tennis, j'ai peur de perdre parce que si je peux perdre, papa, je vais le décevoir, il va plus Mhm. m'accompagner dans mon projet sportif. Bon, bah en fait, on va venir travailler sur Oedipe. Tu vois, au final, il y a plein il y a plein de facteurs. Et de ces facteurs-là, de ces causes-là, vont déclencher la peur de l'échec. Mhm. Ouais, d'accord. Est-ce que tu as des approches différentes en fonction de l'objectif? Je m'explique. Je suis amateur, je veux gagner mon prochain match de tennis ce week-end, ou bah, je suis un professionnel de haut niveau et je veux rentrer dans l'équipe nationale ou je veux gagner une compétition internationale. Est-ce que ton approche elle est différente? Parce que d'un côté, tu as quand même des enjeux qui sont énormes. D'un côté professionnel, tu as les sponsors, tu as les clubs, tu as, toute Bien une sûr. carrière en fait qui est là entre tes mains. Et puis de l'autre côté, tu as un amateur qui veut se faire plaisir à la compétition du village ou du dimanche. Et puis voilà, donc c'est pas du tout les mêmes enjeux. Est-ce que ton approche elle est différente en fonction de la personne? Bien sûr, complètement. Pour moi, ce qui différencie tout, c'est que tu en as un qui est professionnel et l'autre qui est amateur. Ça veut dire que dans le milieu professionnel, il y a un cahier des charges dans le sport de haut niveau, dans le sport pro, qui n'est pas le même que dans le sport amateur, en fait. Donc oui, forcément, l'athlète professionnel, il va devoir répondre à ce cahier des charges pour être performant le jour J. Donc forcément, oui, l'approche, elle est différente, parce que l'athlète professionnel, il va avoir peut-être plus de temps à dédier à la préparation mentale. Il Mhm. va avoir des temps de réflexion, mais par contre, en parallèle, dans le cahier des charges, il va avoir des obligations de performance et de résultats qui vont peut-être être déjà là à court terme. Oui. Contrairement au sportif amateur, qui lui, bah, comme tu l'as dit, il n'y a pas les mêmes enjeux économiques, il n'y a pas les mêmes ressources engagées derrière en termes de temps. Ça ne va pas, un athlète amateur, ça ne va pas déstabiliser tout son équilibre, alors que l'athlète Oui. professionnel, bah, sa carrière a quand même une grande place parce qu'elle a un impact sur son équilibre aussi pro et aussi perso.
Donc voilà, bien sûr, il y a toutes ces choses à prendre en compte. Donc le travail est différent, ouais. Alors, Mhm. ça ne veut pas dire que le message n'est pas le même, hein, d'accord? Parce que Ouais. dans le fond, ils viennent tous les deux travailler d'autres choses, mais il y a des enjeux qui sont différents, bien sûr, donc l'approche va changer. Mhm. Ouais, du coup, toi, en tant que coach, ça doit être aussi une implication différente, émotionnelle, où j'imagine que voilà, les victoires ou les déblocages ont pas la même influence sur toi, sur ta perception et puis ta fierté aussi, parce que finalement, quand un athlète arrive à s'épanouir et à s'accomplir, tu dois avoir une certaine satisfaction. Ouais, mais je te dirais là-dessus, qu'il soit amateur ou professionnel, en fait. Moi, du moment qu'il s'épanouit, qu'il trouve son équilibre et qu'il atteint ses objectifs ou ses Mhm. rêves, je suis hyper content pour lui, en fait. Je crois que moi, je prends beaucoup de plaisir en séance à voir que la personne avance. Alors, Ouais. qu'il y ait des déclics, comme tu dis, c'est un mot que tu utilises souvent, qu'il y ait des déclics qui se créent, des prises de conscience, des libérations émotionnelles, un travail d'acceptation sur soi. Mhm. Après, que la personne soit encore un sportif amateur professionnel, moi, du moment que la transformation se réalise, chacun à son Ouais. rythme, c'est chouette, quoi. Ouais, tu travailles avec vraiment avec tout, un être humain plutôt que vraiment soit un athlète professionnel ou enfin il n'y a pas de Complètement. catégorie quoi. C'est Je dis un être souvent, humain. quand on me pose la question, des étudiants l'autre jour me demandaient des questions sur mon parcours, je dis souvent que j'ai choisi l'accompagnement thérapeutique et mental dans le sport parce que petit, mes parents m'ont fait baigner dans le sport et que j'ai aimé ça. Mais je sais pas si j'aurais été alors je suis entrepreneur, mais si j'aurais des parents qui m'auraient poussé très jeune, très vite dans des entrepreneuriats, ça se trouve, j'aurais fait la même chose pour des entrepreneurs. Mhm. Si j'aurais baigné dans une culture religieuse, peut-être que j'aurais été prêtre et que j'aurais accompagné ces gens sur le même chemin en lien avec la religion. Tu vois Ouais, ce que je veux ouais, dire? C'est mhm. qu'au final, Ouais, le sport, c'est le chemin parce que mon éducation et mes conditionnements ont fait que. Mais comme tu ouais, dis, la base, le socle de tout, c'est l'humain. C'est clair. ouais. Et, du coup, est-ce que toi, de ton expérience, t'as catégorisé un peu des peurs parce que tu vois, tout à l'heure, on parlait la peur de l'échec par rapport aux parents, la peur de l'échec, ça peut être aussi par rapport à un chronomètre, tu vois, parce que moi, quand je fais l'Ambraman l'année dernière, euh, j'avais une peur, c'était d'arriver en haut de l'Isoire. Donc, pour ceux qui connaissent pas, en Brahman, il y a 3,8 km de natation. Ensuite, on part sur 190 km de vélo en montagne et l'Isoire se trouve pile au milieu. Donc, on est à 90 km à peu près, pile au milieu. On a monté le col et puis après, il reste la moitié du parcours vélo et puis tout le marathon. Mais une fois qu'on a passé cet isoire, sur les 5000 mètres de D+, de toute la partie vélo, il en reste plus que 1000. Donc, on va dire que le plus dur est passé. Moi, ma grande crainte, c'était d'arriver hors délai. Tu vois, le délai, c'était 13h10. Et ben, j'avais peur d'arriver à 13h15, 13h20 et de me dire, bon, bah voilà, l'épreuve est finie. J'ai même pas fait le marathon, j'ai pas fini le parcours vélo. Et du coup, je me suis dit, ben, la préparation, pendant 6 mois, je me suis préparé, enfin un peu plus de 6 mois, je me suis préparé avec des réveils hyper tôt, enfin bref, des couchers assez tard pour pouvoir s'entraîner le midi, le soir, le matin. Enfin, beaucoup de contraintes au niveau de la famille. Et je me suis dit, mais si je suis arrêté en plein milieu du vélo, je serais vraiment dévasté, tu vois. Et du coup, je me dis, là, j'avais peur, mais j'avais pas peur de mon père, j'avais pas peur de la reconnaissance, j'avais pas peur de tout ça, j'avais vraiment peur. Ouais, c'est ça, si, c'est de l'échec, mais vraiment lié au chronomètre. Quelle question ou quel cheminement j'aurais pu faire pour diminuer cette pression de l'échec sur le chronomètre. Alors, la première question à te poser, c'est de savoir déjà si cette peur, elle n'a pas des bénéfices. Pour moi, c'est ce qui me vient en tête. Pourquoi? Parce que très souvent, quand on parle de mot peur, on va associer à quelque chose de paralysant, de gênant. Mais la Mhm. peur, elle a du bon. Je veux dire, demain, tu es dans la jungle, tu te retrouves face à un tigre, et la peur permet d'activer ton système sympathique, ton système de survie, et de prendre tes jambes et de courir ou d'escalader en haut d'un arbre, enfin, tu vois, de trouver une Ouais, solution pour fuir. Bah, heureusement que tu as peur, tu vois. Donc souvent, on va associer la peur à quelque chose de forcément négatif. Donc la première question à te poser, c'est est-ce qu'au final, cette peur de ne pas terminer dans les temps, ça n'a pas aussi à un moment donné quelque chose qui t'a stimulé ouais. pour trouver des ressources mentales, physiques à l'intérieur de toi pour atteindre ton objectif? Tu Mhm. vois? Et là, tu m'as demandé quel concept. On en revient à un concept qu'on a déjà échangé ensemble sur les réseaux. C'est la fameuse dépolarisation. Là, Ouais. elle a ses bénéfices. Vas-y, Lionel, liste-moi 50 bénéfices à avoir peur lors Mhm. de ce tri à
ne pas terminer dans les temps. Et là, tu vas venir dépolariser, comme tu le sais très bien, au final, cette peur-là. Et derrière, comme le principe de la dépôt, tu vas arriver le jour de ta compétition. Et au final, émotionnellement, bah, tu te sentiras peut-être beaucoup mieux, beaucoup plus libre, beaucoup plus serein par rapport à cette situation. Ça t'empêchera pas. Peut-être que ça te permettra pas de réussir. Peut-être que tu n'arriveras pas dans le temps. Peut-être que tu y arriveras. Mais sur un plan émotionnel, tu seras Ouais, beaucoup plus ça serein. rabaisse. Donc, je T'as trouve pas que peur t'as pas peur en utilisant cette technique-là que l'athlète il se dise, oh bon finalement il y a plus d'avantages à pas y aller que d'inconvénients à continuer à s'entraîner dur, etc. Tu vois qu'il y a une sorte de démotivation. Alors en fait, je dirais pas une démotivation. Pour moi, le bénéfice, c'est qu'en fait, l'athlète remet enfin le doigt sur ce qui le motive réellement. Ouais, Ça veut dire que depuis le début, il se racontait entre parenthèses, une histoire qui ouais, n'était pas lui. Enfin, moi, j'ai plein d'athlètes avec lesquels j'ai utilisé la dépolarisation et qui, à un moment donné, soit en même temps que leurs projets sportifs, sont allés développer d'autres projets professionnels parce qu'ils ouais. se sont rendus compte que, au final, bah, il y avait aussi de l'intérêt. C'était des gens qui étaient ce qu'on appelle multipotentiels, donc ils avaient aussi des besoins de s'épanouir ailleurs. Mhm. Et pour te donner un petit exemple, pour le coup, ça, je peux totalement le partager. J'ai eu la chance, lors de ma première année de formation en prépa mentale, pour mon stage, d'accompagner un athlète olympique suisse, un nageur suisse, qui préparait les Jeux olympiques de Rio. Ok, ok. Et cet exemple, il est assez incroyable. Et je crois que c'est pas un hasard. Donc lui, ça a été mon premier coaché. La première fois que j'ai eu quelqu'un d'accompagnement mental entre les mains. Gros enjeu Donc je quoi. m'attendais déjà pas à avoir quelqu'un de ce niveau-là, avec un sacré enjeu de se qualifier aux Jeux olympiques de Rio. Sachant que c'est quelqu'un qui avait le potentiel, hein, d'accord. Oui. Mhm. On travaille là-dessus, on fait plusieurs séances. Et à cette époque-là, je connaissais pas le concept de la dépolarisation. Mais très vite, lui, ce qu'il me nomme, c'est qu'il me dit, je me rends compte honnêtement, au final, que la natation, c'est pas ce qui me plaît. Je Ah nage merde. pour papa et Ok. maman. Parce Ah que oui. mon papa est médecin, ma maman est politicienne en Suisse. Et que dans la famille, dès qu'on fait quelque chose, ça, on m'a éduqué à, bah, il faut toujours aller faire partie de l'élite. Mais le plaisir, la joie passe après. Et on commence à déconstruire un peu ses croyances, etc., etc., etc. Les choses se font. Et au final, cet athlète fait les Jeux Olympiques. Et derrière, au retour, il se qualifie, il écrit une magnifique lettre à son entraîneur pour lui dire qu'il arrête la natation. Ok. Aujourd'hui, il est acteur, il fait du théâtre et il est hyper heureux dans ce qu'il fait. Ah, trop bien. Donc, tu vois, c'est l'exemple même de ce qu'on vient de dire avant. Ouais. Moi, je t'avoue qu'à un moment donné, quand il m'est arrivé ça, c'était mon premier coaché, donc j'ai même appelé mes profs et je leur ai dit, mais attendez, vous vous rendez compte, je suis en train d'échanger avec quelqu'un et je suis en train d'accompagner quelqu'un à arrêter un projet olympique. Ouais. Est-ce que c'est bien ce que je fais? Ouais. Parce que même moi, je me suis dit, mais c'est pas bien en fait, t'es pas là pour accompagner des gens à arrêter. Et en fait, eux m'ont rigolé, mes profs m'ont dit, mais laisse faire les choses naturellement en fait. Laisse, toi, t'es juste là pour l'accompagner, le mettre en sécurité dans son introspection. Et tu vas voir qu'il va trouver le chemin par lui-même. Et c'est ce qui s'est passé. Donc voilà, pour répondre à ta question, en fait, il a remis de la motivation sur ce qui avait vraiment du sens pour lui. Il nage toujours, hein, il fait les championnats interclubs avec son club, il nage avec les copains, il nage à côté en loisir, c'est un sport qu'il adore. Mais par contre, plus du tout au niveau et à l'intensité. Oui, c'est ça. Donc en fait, il remet au centre. Donc on peut générer en tant que coach de la démotivation pour ce vers quoi l'athlète était venu, en disant bah j'ai un objectif, c'est d'être qualifié. Finalement, on peut, mais pour remettre la vraie inspiration au milieu de la vie, au milieu de la vie de l'athlète, quoi. C'est se poser les fameuses bonnes questions, quoi. Ouais, C'est remettre c'est du clair. sens. Moi, je crois que le sens, c'est, enfin, tu le sais mieux que moi. Enfin, toi, tu fais Mm, tu fais ce genre de sport. S'il n'y a ouais. pas un sens derrière sur la discipline que tu pratiques, Lionel, Mm, tu mm. terminerais pas, quoi. Ah C'est pas oui, c'est clair, possible. Tu c'est clair. terminerais pas les courses. Ouais. C'est tellement un sport qui est difficile. Enfin, tu vois, Mm, mm. Ouais, c'est clair. Et puis ça demande tellement de d'implication au de quotidien, mais que ça préparation soit. avant. Ouais, c'est ça. Et puis et pas que pour l'athlète, c'est aussi hyper important pour l'entourage. Et, ouais, c'est Bien clair. sûr. Deuxième exemple sur la préparation, parce qu'on sait que quand on se fixe un objectif, on a des courses intermédiaires. Admettons que sur ces courses de préparation ou sur ces matchs de préparation, tu subis échec sur échec sur échec sur échec sur échec. Comment est-ce que, en tant qu'athlète, tu peux te relever de cette succession d'échecs? Alors, la première question, c'est pour moi, dès qu'un échec qui commence à se répéter, c'est déjà d'aller chercher la cause. Mhm.
La cause, bien sûr, elle va avoir un impact mental, mais dans une discipline enfin, dans toute discipline sportive, elle peut peut-être aussi avoir une cause aussi qui est physique, alimentaire. Tu vois, ça me fait penser Mm. là à ce que tu dis je sais pas si tu as déjà vu ce dessin de la performance où il y a un iceberg et on Mm. te montre Ouais. la couche où il y a l'eau, puis on te dit, bah voilà, la performance, l'échec ou la réussite, c'est la face visible de l'iceberg, et Mm. en fait, il y a la face cachée de l'iceberg. Pour moi, quand tu enchaînes échec sur échec, c'est déjà aller voir dans la face cachée de l'iceberg qu'est-ce qui se passe, pourquoi j'enchaîne ces choses-là et sur quels facteurs je peux avoir un impact. Donc déjà, c'est lister ce que je peux contrôler, reprendre ce que je peux contrôler et faire un premier bilan de voir ça. Mhm. Ensuite, c'est de voir où est-ce que l'échec, sur quoi l'échec de ces compétitions à répétition vient te toucher sur le plan mental et émotionnel, Mm. pour te Ouais. rapprocher de la cause aussi. Tu Ouais, vois, dès d'accord. qu'on Donc, faut rentre dans une vraiment, spirale, finalement, pour se sentir mieux, faut trouver la cause et venir faire sa transformation ou en tout cas aller rechercher sur les causes de cet échec-là, quoi. À ton avis, elles peuvent être quoi? On parle nutrition, on parle sommeil, on parle, voilà, quels sont c'est les multifactoriel, hein, facteurs, les ça va être, leviers de l'échec? ouais, il y en a 50 000, hein, il y a tes relations familiales, tes relations professionnelles, ton épanouissement à toi, ton équilibre de vie. Après, il va y avoir l'aspect à la performance, comme tu dis, il y a ton alimentation, etc. Enfin, c'est, pour moi, il y en a autant qui existent que de spécificités liées à la personne, si tu veux. Enfin, Ouais. tu vois. Mm, mm, mm. Ouais, et puis finalement, les leviers, ils sont propres à chacun. Mais complètement. Même s'il y a des grands titres, des grandes colonnes, Ouais. des grands Mm, mm, thèmes, cases qui se retrouvent, bien sûr qu'après, c'est propre à toi à l'intérieur de ces mm. cases. Ouais. Ouais, et du coup là, donc on a bien abordé la peur de l'échec pendant la préparation, mais euh, quand tu es en course ou quand tu es en match, ok, tu vois que soit tu maîtrises pas ou ça se passe pas comme tu veux ou des choses comme ça ou t'es pas dedans parce que tu as toujours ce truc en tête en disant ah, mais imagine je perds le prochain point, j'ai peur de pas arriver à temps en me disant mais ok, je me suis fixé un objectif de pas 1h30 au semi et puis je vois que je suis en train de courir mais les kilomètres défilent, le temps défile encore plus vite, et puis j'ai l'impression d'être hors de ma course. Enfin, comment est-ce que les athlètes gèrent, que ce soit du haut niveau ou même les amateurs, cette peur de l'échec, mais tu sais, quand tu es dans l'action, tu vois, où tu as l'échec qui revient en tête en disant, ouais, mais imagine, si je perds, enfin, ou si je fais pas le temps que je veux, bah, je vais décevoir mon frère, ou je vais décevoir mon père, ou mes parents, mes proches, mes entraîneurs, etc. Comment est-ce qu'on gère ça quand, tu vois, mais voilà, vraiment quand on est dans le feu de l'action, quoi. Alors pour moi déjà, il y a quelque chose de primordial, c'est que tout ce qui se passe dans le feu de l'action, on essaye de l'anticiper au maximum dans la préparation. D'ailleurs, on Mhm. n'appelle pas ça préparateur mental pour rien, Ouais. tu vois. Et j'aimais bien, ça me fait penser à une citation du célèbre coach des All Blacks, alors qu'il n'est plus en place maintenant, hein, mais qui avait dit en 2011, à l'époque où ils avaient gagné, il avait dit, mais en fait, enfin, il y avait un reportage sur Canal+, Secret de coach, puis il avait expliqué de manière très, très simple, il dit, mais en fait, moi, au niveau rugbystique où sont mes joueurs, sous-entendu, j'ai la meilleure équipe du monde, et c'est vrai, à Ouais. l'époque, ça l'était. Il dit, moi, la seule chose que j'ai à faire avec mon staff, en fait, c'est de préparer l'inattendu. Je fais que ça, en fait, quasiment Mhm. aujourd'hui. Donc, en fait, pour moi, l'athlète, il doit déjà être dans cette préparation de l'inattendu. Et pour ça, il y a différents outils. Tu l'as dit à ton exemple personnel à l'instant, dans l'exemple que tu as parlé, tu as dit, moi, souvent, je me dis ça. Ou alors, comment faire quand l'athlète se dit ça? Mhm. Ça veut dire que là, déjà, tu parles de ce qu'on appelle le discours interne. Ouais. Ça va être travaillé en amont, déjà. Comment est-ce que je vais travailler mon discours interne? Quel outil je vais utiliser pour pouvoir modifier, switcher mon discours interne en compétition si je sens que il y a un discours interne qui m'est pas profitable, qui est contre-performant à ce moment-là. D'accord. Mhm. Ensuite, il va avoir comment je vais être dans la maîtrise émotionnelle. En effet, tu l'as dit, si tu commences à faire à courir et puis tu vois que tu n'es pas dans les temps, etc., bah, comment est-ce que je vais arriver à maîtriser émotionnellement? Ok. Parce que sinon, si je réagis à une pulsion émotionnelle comme la peur, l'anxiété, etc., je vais partir comme un fou, je vais accélérer et au final, tu sais très bien que sur tes disciplines à toi, tu vas exploser quelques heures plus Mhm. tard. Donc, pour moi, il y a se constituer une boîte à outils, vraiment, où je vais être capable de prendre un outil en cas de. Et puis après, il y a deux choses, il y a l'expérience et le temps. L'expérience, parce qu'au fur et à mesure des compétitions, je vais apprendre à mieux me connaître. Donc, je vais savoir peut-être qu'à tel moment, tiens, c'est intéressant. À chaque fois que je suis à 2 heures d'effort, mentalement, j'ai toujours un petit down. Qu'est-ce qui se Ouais. passe? Comment est-ce que je peux gérer ça?
Comment est-ce que je peux l'anticiper? Est-ce que c'est un lien avec mon alimentation, mon hydratation? Parce qu'on le sait, le corps et l'esprit, ils sont comme Ouais, ça. ouais, Si je ouais. suis plus fatigué, je suis plus irritable émotionnellement. Donc, mon discours interne. Donc, il y a toute cette synergie à préparer. Et la deuxième des choses, c'est le temps. Tu as pris l'exemple de, tiens, j'ai peur de décevoir mon père. Bah, si en parallèle, j'ai commencé un travail introspectif avec un thérapeute ou un préparateur mental, bref, ou un sophrologue et un accompagnant là-dessus, bah, il va avoir le temps que le travail se fasse aussi. Et que oui, peut-être encore pendant quelques compétitions, il y aura des moments un petit peu désagréables, Mhm. inconfortables à affronter, à traverser. Mhm, mhm. Ouais, ouais, c'est clair, c'est hyper intéressant parce que de prendre des images, alors soit des images de moments où l'entraînement s'est bien passé, où la compétition s'est bien passée, et de se revisualiser ces images-là, où tu parlais du discours Bien interne sûr. qui est hyper important. Tu vois, moi, pendant mon semi, j'étais plutôt en train à un moment de réfléchir en disant, mais ouais, qu'est-ce que je vais mettre sur mon Strava sur cette sortie, ça s'est pas bien passé à tel kilomètre, j'ai pensé assez à ça, machin. Et je me suis dit, mais non, mais en fait, là, je suis dans la course, je suis là, quoi. Je suis là, je suis dans la forêt, je suis machin, dans les montagnes et tout. Et, euh, et je suis pas en train de penser aux commentaires que je vais mettre, enfin, à la note que je vais mettre dans Strava, quoi. Donc, ouais, c'est vrai que le discours C'est interne ça. est hyper important, quoi. Et donc, ça, tu le travailles Mais déjà là-dessus, c'est clair. pendant la préparation, Bien sûr. en disant, bon, bah voilà, si ça Bien se sûr. passe pas bien ou si tu as une fringale, ben écoute, mange et puis remets-toi dans des sensations que tu as déjà vues à l'entraînement et voilà, et finalement, tu vas t'en sortir. Après avoir mangé un petit peu, ça va que passer. Complètement. C'est pour ça que pour moi, un athlète, il doit, c'est même une obligation entre guillemets, mais désolé même si c'est un peu direct et autoritaire la manière dont je le dis, mais pour moi, il doit, quand il fait un travail d'accompagnement, aussi bien gérer l'aspect prépa mental pur, donc là on va être sur Mhm. l'optimisation de la performance, avec des techniques d'outils, visualisation, respiration, discours interne, etc., etc. Et d'autres, un travail thérapeutique, psychologique, pour aller voir d'où viennent ses croyances, Ouais. d'où Mhm. viennent ses pensées, d'où vient ce mal-être, d'où viennent ses peurs. Et, euh, et l'un ne va pas sans l'autre, en fait. L'un ne peut pas aller avec sans l'autre. Ouais, c'est clair. Et là, du coup, là, la compétition avance et puis elle se finit et voilà, on est encore une fois confronté à l'échec. Comment est-ce que tu vois, j'imagine que ton athlète t'envoie un petit message où il t'appelle juste après la compétition pour dire bon bah écoute, je devais faire moins de 3 heures au marathon, je suis à 3h05, j'ai encore échoué. Quel est ton discours, toi, de coach à ce moment-là, et quelles sont les techniques, les outils que tu mets en place? Alors moi, il y a deux options. La première, si je suis en présentiel avec l'athlète, parce que je l'ai accompagné à cette compétition où je suis à l'arrivée, comme tu dis, sur un marathon, d'abord, peu importe le résultat qu'il vient de faire, je lui laisse toujours une demi-heure minimum. Généralement, c'est 45 minutes, une heure, seul. Et je lui demande ça, de le préparer, de l'anticiper en amont. C'est-à-dire que souvent, je lui demande, sur les 45 minutes qui suivent la fin de ta compète, fais en sorte d'avoir le moins d'interactions sociables. Alors bien Mhm. sûr, il va pas avoir le choix, il va aller poser son dossard, récupérer machin, mais très vite, je lui demande de s'isoler et de trouver un endroit, en tout cas, où il est seul, qui puisse pleinement s'autoriser à exprimer ses émotions s'il en a envie, s'il en ressent le besoin. D'accord? Ça, c'est la première des choses. Si je suis avec lui. Ensuite, une fois que ce temps-là est passé, il y a un outil qui est hyper puissant qui s'appelle le feedback. J'ai appelé ça, moi, le feedback lucidité. C'est la méthode du sandwich, entre guillemets. D'accord? Cet outil, derrière, je lui transmets. Je suis avec lui, on prend le temps de le faire. Mais toujours à une seule condition, c'est qu'il se sente prêt. Donc avant même, c'est moi qui lui demande, si on est à la compète mais qu'on reste à distance le temps de ce temps de feedback, je lui demande, je lui envoie un petit message ou je reviens vers lui, je lui dis, OK, est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu es prêt à en parler? C'est Mhm. toujours lui qui décide, hein. Moi, je suis le copilote, lui, c'est le pilote. Je lui montre le Ouais. chemin, mais c'est lui qui a la main sur les manettes. Donc, c'est lui qui décide s'il veut tourner à droite ou pas. Même si je lui dis c'est mieux d'aller à droite, c'est lui qui décide quand il y va. Ensuite, s'il est OK, là, je viens lui apporter cette méthode. S'il me dit non, je suis pas prêt parce que je sens qu'émotionnellement, c'est pas encore là où je suis pas encore dans un état assez bon, assez neutre, en tout cas assez calme pour faire le feedback. Là, je lui dis OK, est-ce que tu as besoin de temps encore pour rester tout seul? Et si oui, on remet ça ce soir, demain ou dans la semaine. Ou sinon, est-ce que tu as besoin d'aide? Est-ce que tu veux que je t'accompagne sur un processus d'acceptation émotionnelle sur le moment? Ça va être une méthode de respiration, ça va être des questions, ça va être de la visualisation, ça va être de la relaxation profonde, ça peut être un peu de yoga, de méditation, peu importe. Mhm. Et ensuite, une fois qu'il est dans un état émotionnel où il se sent prêt à faire le feedback, là, on utilise cet outil et ensuite, on va aller analyser le pourquoi. Si je ne Ouais, suis pas d'accord. avec lui, généralement, je demande toujours à l'athlète de m'envoyer soit le soir, soit le lendemain, soit dans les 3 jours qui suivent le feedback.
sachant qu'après, bah, il est en autonomie sur le plan émotionnel et mental Mhm. entre-temps. Et du coup, c'est quoi tu disais feedback sandwich, c'est ça? Ouais, exactement. Et ça Alors, la consiste en quoi? première étape, c'est... Alors, ouais, exactement. Alors, en fait, il y a plusieurs... Je te l'enverrai en document, il est hyper intéressant. Ça, tu pourras l'utiliser pour toi aussi à titre personnel, tu vas déjà te régaler. En fait, il y a déjà... il y a 5 frises numérotées entre 0 et 100%. Il y a la première frise prépa mentale, aspect mental. Il y a technique, tactique, social et plaisir. Sur chacune des frises, il doit me donner de manière assez instinctive le pourcentage à laquelle il s'est situé pendant la compétition. Antoine, j'ai été à 90% au niveau du mental. Je te demande pas pourquoi tout de suite. Ouais. D'abord, tu mets ce qui te vient. Tac, 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 tac. Il effectue ses barèmes. Et ensuite, il y a 3 questions qui viennent. La première, c'est quelles ont été mes grandes réussites durant cette compétition. Une réussite, c'est pas forcément l'atteinte d'un chrono, c'est pas forcément un podium, c'est pas forcément une victoire. C'est simplement qu'est-ce que j'ai essayé de mettre en place, qu'est-ce que j'ai fait, comment je me suis engagé dans l'action. Que ça soit réussi ou pas au final dans le résultat ou la performance, ça m'est égal. Par exemple, même si j'ai pas atteint, je suis pas passé en dessous des 3 heures au marathon, bah en fait, malgré tout, à côté, j'ai mis en place la technique de visualisation et ça m'a fait du bien. Tu vois. Ouais. J'ai utilisé tel discours interne à mi-course parce que j'étais pas bien et ça m'a fait du bien. Donc il va noter, il va lister toutes ses réussites. Ok, très bien. Deuxième question, c'est ok, sur quel axe je peux encore progresser pour la prochaine compétition. Donc là, généralement, si pour lui, il considère la compétition comme un échec, là, il va écrire, il va lister tout ce qu'il va considérer comme ses futurs axes de progression. Et la dernière question, c'est pour ça qu'on dit sandwich, Mhm. c'est si je devais retenir une seule réussite de cette compète, laquelle ce serait? Et en fait, l'athlète, il termine ce feedback et il a la sensation de terminer sur une note positive. Ouais, Donc positif. émotionnellement, ça va l'apaiser. Mais malgré tout, au milieu du sandwich, quelles sont mes grandes réussites et quelle est ma grande réussite du jour? Il y a Mhm. ce sur quoi je dois progresser. Un peu comme si on mettait les tomates, la salade Ouais. et le thon, tu vois, en plein manière. Et Ok. du coup, bah, il t'a quand même donné des infos, mais lui, il ressort en disant, ah ouais, finalement, oui, ok, c'est pas là où je voulais arriver peut-être en termes de résultats, de performance, mais il y a quand même des choses qui ont bougé, tu vois. Ouais, et puis du coup, tu sais où tu peux progresser à ce moment-là. Ouais. Bien sûr, et tu le vois d'une manière beaucoup moins violente, je trouve, que Mhm, mhm. simplement le feedback classique. Allez, quelles ont été les choses positives et entre guillemets, quelles sont les choses négatives, qui est horrible en fait, qui est horrible. Ouais, Parce que ouais, ouais, là, on sait que le cerveau, de toute façon, il va être câblé sur le négativement. Et en négatif. plus de Ouais. ça, si tu considères que c'est un échec, émotionnellement, tu n'es pas du tout lucide et tu retiens que ça, quoi. Mhm, mhm, mhm. Alors que Ouais, non, enfin, toi-même, tu le sais. ouais. Au-delà sur un sport comme le tien, tu l'as dit tout à l'heure, il y a tellement de temps de préparation en amont d'une Ouais. compétition comme sur le triathlon que même si tu n'arrives pas exactement au chrono, ça peut pas être un échec. Mhm, Parce que mhm. tout ce que tu as fait avant, tu l'as pas fait pour rien. Ça t'a permis de Ouais. te développer toi intérieurement. La rigueur que ça t'a demandé, tu me disais l'autre jour, moi je me lève tous les matins à telle heure pour aller faire de la muscu, pour aller courir, machin et Ouais. tout. Putain, tu peux pas résumer ton tri à un chrono. Parce que sur le chemin, ça t'a apporté tellement de choses. Donc l'idée de ce feedback, c'est de montrer à l'athlète qu'en fait, c'est une citation très souvent, ce qu'on dit, c'est qu'au final, la réussite, c'est le chemin. Tu Ouais. vois, c'est là. L'accomplissement, il se fait dans le chemin, il se fait pas que dans le résultat. Tu Mhm, vois. mhm. Ouais, bah écoute, c'est exactement ce que je me suis dit quand j'étais sur la ligne de départ. Je me suis entraîné pendant 6 mois, je suis devenu une personne différente, tu vois, au cours de cette préparation. Et c'est pas le fait de finir ou de pas finir ce jour-là, tu vois, c'est un peu la cerise sur le gâteau, quoi. C'est un peu la finalité, mais le voyage, il était, bah, comme tu dis, le voyage, il était dans la préparation, en fait. Et du coup, tu te sens Ironman juste parce que tu es là sur ta ligne de départ, en fait. C'est, c'est, Mais bien c'est... sûr. Et en fait, c'est quelque part l'histoire de la vie, ça. Enfin, en tout cas, moi, Mhm. je le vois comme ça. Enfin, t'es père de famille, c'est ça, je me trompe pas. Ouais, 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 ouais. Bien sûr. T'as envie que tes enfants soient épanouis, qu'avec ta Ouais, femme, ça se passe bien, que le couple, que la famille. Mais comme tout le monde, vous traversez ouais, des obstacles, que ça soit sur le plan avec les enfants, dans ton couple. Et on a tous envie à la ligne d'arrivée que ça se passe bien. Mais regarde la transformation de père de famille, ce que ça t'a apporté déjà en toi. ouais, C'est comme un Ironman. ouais, ouais, Ça va être pareil pour l'entrepreneur, ça va être pareil pour je reparlais tout à l'heure, du prêtre, enfin, de chemin. Enfin, en fait, c'est des chemins différents, mais qui ouais. nous emmènent à la même chose, c'est le développement de Mhm. soi, quoi. Ouais, c'est ça, c'est clair. Bah écoute, merci Antoine. L'épisode touche à sa fin. Alors moi, ce que je retiens, c'est que on a plusieurs, on est
tout à chacun confronté à l'échec à un moment ou un autre, qu'on soit amateur, qu'on soit professionnel, haut niveau ou moins haut niveau. Il y a des techniques, mais tout l'enjeu est de se préparer avant l'épreuve. Et ça, on va retrouver dans la méditation, on va retrouver dans la dépolarisation, on va retrouver dans la respiration, la visualisation. Et donc tout ça se prépare en amont. Comme ça, quand tu arrives, le jour de la compétition, tu ressors tes petites cartes, tes petits souvenirs, tes petits événements, ton discours interne que tu auras préparé avant. Et puis si à la fin, tu es quand même confronté à l'échec, vois que finalement, cet échec, cette étape, elle fait juste partie de ta vie, du parcours, et que ça te permettra, avec la technique du feedback sandwich, à trouver quand même du positif, mais aussi à trouver des points, des axes d'amélioration qui te permettront la prochaine fois, soit d'être confronté encore une fois à l'échec, mais un échec qui sera forcément différent, ou être confronté à la victoire et à l'accomplissement de l'objectif initial, quoi. Je te remercie infiniment, Antoine, pour ce moment, pour cet épisode. Et puis j'ai hâte de continuer les autres thématiques ensemble. Avec grand plaisir. À bientôt et passe une bonne journée. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous souhaitez toujours plus de contenu inspirant, des récits de course et des histoires incroyables, retrouvez tous les épisodes sur les plateformes de streaming, YouTube, Instagram et Facebook. N'oubliez pas de vous abonner pour être sûr de ne rien manquer. Avant de conclure, j'aimerais vous rappeler à quel point votre avis est important pour moi. Vos retours et commentaires sont les piliers qui m'aident à grandir. N'hésitez pas à partager vos impressions, suggestions et idées pour faire de chaque épisode une expérience encore meilleure. À très bientôt.